Jeanne Lepayet, mon invitée aujourd'hui dans Smart Tech, docteur en génétique, passionnée de dessin. Vous êtes particulièrement fait remarquer dans l'émission Qui veut être mon associé sur M6. Alors, non seulement vous avez d'abord été sélectionné, vous avez pu présenter votre société Bing Dream aux investisseurs de cette saison 4, et puis Kelly Massol, qui a rapidement été convaincue, a annoncé qu'elle investirait immédiatement 500 000 euros. Waouh, bravo! Merci. Impressionnant. Alors, on va expliquer quand même ce que vous faites. Qu'est-ce qui a pu, comme ça, séduire d'un seul coup Kelly? Donc, si je fais très simple, je le disais dans le sommaire, c'est un logiciel en fait qui nous permet de visualiser un peu tout ce qui se passe dans notre tête. C'est ça. Ça, c'est l'ambition que j'ai effectivement avec ce projet-là. Elle vient aussi du fait que pour résoudre des grands problèmes, des grands défis qu'on a actuellement, ce sont des défis qui sont multiparamétriques et donc on a besoin de faire appel à plein d'experts différents. Alors là, on voit une petite animation qui nous montre à peu près ce que ça fait. Donc là, c'est quoi? On est en réunion, on dit qu'on imaginerait bien un nouveau vélo? C'est ça. Par exemple, on est en réunion et on commence à brainstormer sur la conception d'un nouvel objet. Ouais. Et donc, on va pouvoir tous participer à la co-création de ce nouvel objet. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que toutes les personnes qui ont une idée vont pouvoir l'exprimer à forces égales. Peu importe ses compétences en dessin, mais peu importe aussi son langage d'expertise. Donc, on gribouille, parce que tout le monde est capable de gribouiller. On gribouille sur une tablette. On peut gribouiller sur une tablette. On peut aussi prendre en photo des choses qu'on a déjà gribouillées par ailleurs. Et puis, on les transforme et on les fait évoluer au fur et à mesure que l'esprit voit les images et se pose des nouvelles questions et avance dans son raisonnement. Et là, pour obtenir à la fin le résultat, c'est quand même un dessin de design assez précis. C'est la machine, c'est le logiciel là qui nous aide? Oui, là, derrière, c'est de l'IA générative. C'est la technologie qu'on utilise pour pouvoir aider l'interprétation et la mise au propre, je dirais, d'un certain nombre de visuels. Donc, c'est cette IA-là qu'on met au point aujourd'hui. Alors là, c'est un exemple un peu particulier parce qu'on est sur un objet avec un design, donc on comprend bien l'intérêt du dessin, mais parfois, c'est pas du tout l'objet. D'ailleurs, il y a une autre démonstration. Oui. On va la voir là tout de suite. Alors, allez-y, racontez-nous là. Alors, l'autre démonstration, c'est plutôt, on travaille sur un thème commun. Là, c'était imaginer la ville de demain. Ouais. Et là, l'outil, comme il est collaboratif, il permet de faire appel à aussi des concitoyens qui vont pouvoir co-imaginer avec les acteurs publics, par exemple, ce que peut être la rénovation de leur quartier. Et donc, à partir d'une idée qui était là, une idée commune pour les personnes qui sont en train de gribouiller. Donc, c'était cette maison ronde. Et on se rend compte qu'il y a deux interprétations complètement différentes à partir d'une idée centrale. Et c'est ça qui est intéressant avec un outil visuel. C'est d'interpréter et d'inspirer. Alors, est-ce que vous diriez que griffonner comme ça sur une feuille de papier ou sur une tablette, c'est vraiment quelque chose qui permet d'accoucher des idées ? Ouais, ça c'est... alors, j'y aurais pas pensé comme ça de rien, mais ça vient des 10 années d'expérience que j'ai eues en devant créer pour des entreprises, pour des laboratoires, pour des universitaires, des visuels pour leur permettre de raconter ce qu'ils font, donc de communiquer dessus. Et en fait, on se rend compte que quand on présente un visuel à quelqu'un qui a eu une idée, une fois qu'il voit ce qu'il avait en tête, il se met à se poser des nouvelles questions et à s'interroger autrement sur les choses ou à réfléchir à des problèmes qu'il n'avait pas vus parce qu'il ne les avait pas visualisés justement. Et donc, je me suis dit, mais c'est trop dommage que toutes ces personnes-là qui ont des idées, qui sont créatrices de connaissances, ne puissent pas elles-mêmes utiliser le dessin comme outil de réflexion. Oui, en fait, on passe du dessin pour la communication au dessin vraiment de co-création et de réflexion. De réflexion, de questionnement, ouais. Alors, vous allez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, l'émission Qui veut être mon associé. Racontez-nous les coulisses. Ça s'est plutôt bien passé. Alors déjà, les coulisses, parce qu'on voit à la télé qu'une vingtaine de minutes, je crois. Sur plateau, ça a quand même duré 1h30. Ok. Donc, et c'est long ou ça passe vite? Non, ça passe très très vite. Moi, je ne me suis pas du tout rendu compte que ça durait 1h30. Ça va très vite, c'est beaucoup de ping-pong entre les questions et comment on essaye d'y répondre au mieux. Ça a été assez fluide. Il y a des petits moments où on se dit mince, est-ce que je vais plonger du mauvais côté de la force à se dire je suis en train de m'enfoncer. Mais en fait, quand on arrive sur le plateau, il était assez tôt le matin, il était 7h du matin. On arrive sur le plateau, on est assez bien accueillis par l'équipe M6 qui nous a super bien, et l'équipe de Qui veut être mon associé qui nous a très bien accueillis. Et puis après, le show commence, entre guillemets, on arrive sur scène. Vous étiez beaucoup préparés?
C'est-à-dire, vous avez quoi? Vous avez pitché avant, vous avez écrit tous les arguments sur un papier, sur votre outil peut-être? Alors, j'ai pitché avant. Il se trouvait que juste avant l'émission, j'ai été appelée sur la Deep Tech Voix Big pour pitcher aussi pour un challenge qui s'appelle le Startez. Et donc, en fait, c'était un challenge qui me faisait beaucoup plus flipper parce que c'était face à des gens, beaucoup de gens, à l'Accor Arena. Et donc, je me sentais pas très à l'aise au départ sur le plateau parce que je me suis dit, je suis moins préparée que ce que j'aurais aimé être. En même temps, tout le monde est moins préparé que ce On n'est qu'il aurait jamais aimé être. suffisamment préparé. Mais l'adrénaline fait bien son taf. Ouais. Voilà. Ok. Alors, je voulais maintenant vous interroger sur les coulisses de votre outil. Ouais. Parce que vous nous dites que c'est un outil qui marie de l'intelligence artificielle, des neurosciences. Est-ce que derrière, c'est une technologie complexe? Oui, c'est une technologie issue de ce qu'on appelle la deep tech. La deep tech, c'est une façon de voir les technologies qui cassent un peu les frontières entre les différentes disciplines, donc biologie, mathématiques, informatique. Et puis, c'est une technologie qui a été labellisée Deep Tech par BPI France, donc elle a été subventionnée notamment par des bourses Deep Tech. Et derrière, il y a tout un partenariat de recherche aussi sur comment mettre au point... Comment créer vraiment un dialogue visuel entre l'homme et la machine, une interaction qui s'adapte au raisonnement humain et pas un dialogue visuel où l'humain doit s'adapter au vocabulaire de la machine. Mais donc pour ça, on part avec quelle équipe On part avec quelle équipe sous le bras? Ouais. Parce que pour construire un projet aussi ambitieux technologiquement, c'est le problème des deep tech, c'est qu'il faut le savoir-faire déjà. C'est le problème des deep tech et c'est le côté excitant des deep tech aussi. Dans l'équipe, on est beaucoup de jeunes chercheurs, de jeunes docteurs. Donc il y a des compétences en machine learning, intelligence artificielle, computer vision, neurosciences. Et puis après, il y a tout l'aspect sales, bien sûr, qui vient pour la partie business. Vous nous dites qu'on peut modifier les visuels. On a eu l'impression que tout ça était assez fluide, assez rapide. Jusqu'à quelle vitesse on peut aller? Parce que le cerveau va très vite. Le cerveau va super vite. Des choses. Et pour l'instant, le prototype est super lent. Enfin, quand je dis super lent, super lent, c'est à mettre en regard effectivement à la réflexion qu'on a, qui est super rapide. Mais 1 minute pour créer des visuels bien léchés, c'est quand même très rapide. Oui. Mais par contre, 1 minute pour réfléchir dans un dialogue, c'est très très lent. Oui. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Donc, on va largement diminuer ce temps-là, et on va aussi donner la capacité à la personne de pouvoir dire écoute, je veux des rendus un peu moins bien mais beaucoup plus rapides, ou alors là je suis plutôt j'ai fini mon travail, j'ai fini ma réflexion, je voudrais des rendus un peu plus finis. Et est-ce que derrière, ça nécessite aussi plus de puissance de calcul? La puissance de calcul, ça reste un des problèmes majeurs quand on utilise des IA. La puissance de calcul, on la gère, c'est-à-dire on la gère sur... c'est des vases communicants. Justement, quand la personne, elle nous demande et plus de rapidité et un meilleur rendu, là, oui, on explose les compteurs. Mais justement, le fait de rendre aussi conscient les personnes, les utilisateurs, de ce qu'ils demandent derrière en puissance de calcul, et d'apprendre en fait. Qu'ils puissent eux-mêmes en fait déplacer le curseur. C'est ça. Ouais, intéressant. Alors, petite provocation, mais je suis sûre que vous avez la réponse. Est-ce que finalement, avec les Midjourney, les DALL-E, est-ce qu'on a encore besoin de votre outil? J'adore cette question. Eh ben oui, parce que moi, il suffit que je tape un prompt qui explique exactement ce que je veux voir à l'écran pour que j'ai un dessin, une image. C'est marrant parce que c'est en 2021 quand j'ai commencé à me dire mais il faut que cet outil existe, donc en janvier. Et puis les gens m'ont dit non, c'est impossible ce que tu veux faire. Puis après est sorti Midjourney, DALL-E, etc. Les IA génératives. Alors est-ce qu'elles viennent bousculer du coup votre projet? Et alors non, elles viennent le propulser. Parce que les gens sont venus me voir et ils m'ont dit écoute, on comprend ce que tu veux faire, on sent que c'est possible. Et maintenant, tu as des premières briques, notamment de l'open source, qui permet de surfer sur la vague et de partir, de pouvoir présenter des prototypes et même des versions beaucoup plus rapidement et à moindre coût. Quand je dis coût, c'est économique, mais c'est aussi écologique. Et ça, c'est hyper précieux. En fait, le fait qu'elles soient arrivées à ce moment-là, alors que l'idée commençait déjà à être bien maturée, elles ont juste propulsé. Sans ça, j'aurais dû avoir des millions d'euros et beaucoup de personnes pour faire le prototype, ce qui n'est pas possible. Mais comment il arrive en complément de ces outils? À partir de quand je ne peux pas me satisfaire juste d'une IA générative ouverte au grand public ou en payant une petite somme pour un abonnement? En fait, ça dépend beaucoup de l'approche. Aujourd'hui, ce que ces IA-là proposent pour la plupart, c'est un rendu fini, instantané, à partir d'une requête initiale. Ce que nous, ce sur quoi on s'intéresse, c'est pas tant d'obtenir instantanément une réponse finale, mais c'est d'initier ce dialogue visuel et de stimuler la réflexion et la cognition humaine. C'est ça qui nous intéresse. Le cerveau
humain, c'est quelque chose de tellement fabuleux. Nous, on veut l'outiller et le rendre beaucoup plus créatif, beaucoup plus puissant, mais en aucun cas, on veut le remplacer. Et le problème je dirais, de certaines utilisations d'IA, parce qu'encore une fois, c'est qu'un outil, donc ça dépend comment on s'en sert. Le problème de certaines utilisations, c'est je veux une réponse toute faite et je ne veux pas y réfléchir. D'accord, je comprends. Et vous utilisez, parce que vous parliez justement des briques logicielles qui arrivaient, des briques d'IA qui arrivaient, vous utilisez aujourd'hui quel grand modèle pour on se base sur entraîner des modèles, votre IA? Ouais, alors on se base sur un noyau open source dont le modèle est changeant parce qu'on est capable de s'adapter aux arrivées sur le marché. Et sur ce noyau-là, d'une part, on l'hyperparamétrise, on le fine-tune, donc on le réentraîne, et puis on y ajoute nos propres modèles d'IA. Et donc, du coup, c'est un modèle dont le cœur peut constamment changer, mais dont tout ce qui se construit autour et par-dessus nous est propriétaire. Et ensuite, pour le client final, lui-même va fine-tuner cet outil ou c'est un outil vraiment clé en main qui est fourni? C'est un outil clé en main. Complètement, parce que justement, l'objectif, c'est de passer outre n'importe quelle frontière. L'idée, c'est que les gens puissent vraiment juste s'exprimer et laisser libre cours à ça. Donc ça doit fonctionner quel que soit le secteur dans lequel j'évolue. Complètement. Quel que soit le secteur dans lequel vous évoluez, quel que soit l'état d'esprit dans lequel vous êtes aussi, quelle que soit l'équipe de laquelle vous vous entourez. D'accord. Mais alors, pour nous donner une idée un peu du champ des possibles, qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'on a montré deux exemples. Alors, quels sont les usages, les premiers usages que vous imaginez? Alors, les premiers usages qu'on imagine viennent directement de nos prospects. En gros, nous, on a ouvert le champ des possibles et puis on a regardé qui venait en premier. Et donc, il y a deux gros pôles qui viennent particulièrement. Il y a tout ce qui est luxe, prêt-à-porter et design produit. Donc, en fait, ce sont souvent des équipes qui sont géniales de créativité, mais qui, elles le disent elles-mêmes, ça fait 10 ans, 15 ans que je travaille dans la même boîte pour la même marque. Et j'ai besoin aussi d'être outillée autrement pour pouvoir penser en dehors du bocal. Donc ça, c'est un premier point. Puis ensuite, ça permet d'accélérer vraiment la conception du produit et du prototypage, et puis de bien se faire comprendre par les clients et par les prestataires. Et l'autre gros pôle, et qui en a besoin pour des raisons très similaires, c'est tout ce qui est promoteur immobilier, architecte, et qui là, pareil, pour déléguer à un partenaire ce qu'il faut créer, il faut s'être bien compris en avance, sinon on part sur un budget et du temps qui est mal alloué. Et puis pour mettre dans sa tête pour se mettre dans la tête du client plutôt, il faut que le client puisse voir en images et puisse, pourquoi pas, itérer sur ces images-là. Ça pourrait aussi servir des projets de démocratie participative, d'inclusion numérique peut-être aussi? C'est sympa comme question parce qu'effectivement, ça fait un peu penser à la vidéo que tu as présentée tout à l'heure. Mais de la co-création, c'est aussi permettre de donner une voix aux concitoyens ou aux gens non experts parce qu'il n'y a plus cette barrière et il n'y a plus cette honte, entre guillemets, de ne pas pouvoir s'exprimer visuellement correctement ou verbalement. On aimerait bien en fait, mais est-ce que vous avez des premières pistes dans ce sens? Il y a des premières pistes en ce sens, complètement. Justement, comment rénover un quartier et faire participer la population dans ce quartier-là, c'est-à-dire qu'elles vont créer des images, elles vont initier des images tout ensemble, et plutôt que de faire une discussion puis de se dire c'était bien sympa cette petite réunion avec les citoyens, maintenant on va l'oublier, c'est plutôt de pouvoir utiliser ces images-là comme des sources d'inspiration, de pouvoir les compiler, les traiter, les clusteriser et de se dire voilà les grandes idées qui en sortent, et ça c'est vraiment donner une voix, je dirais, à tout le monde. Alors, j'avais une dernière question pour vous avant de passer à l'interview express, je précise. Comment est-ce qu'on passe de l'idée à l'entreprise et comment est-ce qu'on passe d'une entreprise qui a démarré avec 100 euros, c'est ça, de capital, à aujourd'hui 670 000 euros? Oui. Alors, de l'idée à l'entreprise, moi, j'ai jamais eu l'envie d'être entrepreneur parce que je n'ai jamais imaginé l'être. C'est juste que j'avais toujours cette activité annexe qui était de créer des visuels pour les autres. Et il y avait ce problème justement de se dire mais la personne elle a des idées géniales, elle n'arrive pas à les exprimer et elle n'arrive pas non plus à visualiser suffisamment ce qu'elle a en tête pour pouvoir accélérer ou développer sa réflexion. Donc vraiment l'idée de départ est partie de ça, je veux trouver une solution pour ces gens-là. C'est un travail artistique que je menais à côté de mes travaux de thèse et de recherche notamment, donc ça prenait un peu du temps. Et donc je me suis dit je vais gagner du temps en créant ce logiciel. Non, manque de peau, ça m'a pris encore plus de temps. Mais c'est une vraie belle aventure. Et à la fin de ma thèse, j'ai fait le pari de refuser le postdoc et de partir dans cette aventure-là à plein temps. Aussi par respect, parce que j'avais aussi eu un prix qui est le prix Pépite France de 10 000 euros.
Et par respect pour ceux qui ne l'avaient pas eu, il faut travailler à plein temps. Aller jusqu'au bout. Ouais. Et donc là, cette grande transformation, là, c'est vraiment le mode start-up avec l'hypercroissance d'un seul coup. Ouais. Là, vous êtes en plein dedans dans cette transformation. On est en plein dedans. On n'a pas trop le choix. J'aurais pu financer à partir de mes ressources, je l'aurais fait. Ou à partir directement de clients, je l'aurais fait. Il se trouve que ces technos-là, elles demandent quand même pas mal d'investissement de départ. Donc, il y a eu le prix Pépite. Il y a eu un premier business angel qui est arrivé. Il y a eu Réseau Entreprendre qui m'a fait un prêt personnel, mais c'est quand même 50 000 euros. Donc, ça donne un bon coup de pouce. Et bien sûr, il y a BPI France avec les bourses. Donc, c'était des bourses de 90 000 euros. Et après, il y a Kelly. Voilà. Ok, bon, super, on va suivre tout ça, tout ce que vous allez pouvoir faire avec cette levée de fonds, la dernière. On passe à l'interview express, c'est une question très binaire, mais vous avez le droit de répondre de manière moins binaire, je vous rassure tout de suite. Oui ou non, les IA génératives vont tuer la création graphique? Non. Les artistes, ils vous en veulent pas? Alors moi, j'ai eu très peur de ça. Il se trouve qu'on a eu post-M6 aussi des artistes qui sont venus nous voir en disant mais pour moi c'était le diable les IA génératives. Oui. Et en fait en écoutant ton approche et ta réflexion là-dessus, j'ai compris que ce n'était qu'un outil. Donc ce n'est qu'un outil. Et puis encore une fois, mes parents étant artistes, jamais de la vie je voudrais enlever leur cerveau de cette planète. Alors vous êtes pour ou contre l'alliance des Français avec les géants du numérique dans l'intelligence artificielle? Je pense notamment à Mistral et Microsoft, ou encore Au Monde et OpenAI. Est-ce que ça passe par là finalement à un moment? Peut-être vous devrez vous aussi passer par là, par des alliances stratégiques avec des géants américains? Dans l'idéal, non. Dans l'idéal, j'aimerais qu'on reste au minimum en Europe. C'est sûr que si jamais l'Europe ou les fonds d'investissement ne peuvent pas accompagner, je comprends que les gens finissent par partir pour faire vivre un projet. Là où je ne suis pas pour, c'est que j'aimerais bien participer au rééquilibrage de la géopolitique mondiale et ça passe par la souveraineté des données. Vrai ou faux, pour grandir, il faut aller chercher des fonds aux États-Unis? Du coup, je vais essayer de prouver que faux. Voilà, donc on se reparle dans quelques années. Oui, parce que là c'est une étape, 670 000 euros. La prochaine étape, c'est la levée de fonds en fin 2024. Ouais, et vous allez les chercher en France? Et je vais les chercher France et Europe. Mais France et Europe. Voilà. J'y crois ou j'y crois pas au numérique durable, éco-responsable? J'y crois. Je suis d'ailleurs co-inventrice d'un brevet sur comment stocker et encoder des données numériques dans l'ADN. Donc c'est clairement dans cette optique-là. J'y crois, il y a beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup de choses à faire en biotech. Super, merci beaucoup Jeanne Lepayet. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Being Dream. Bravo, félicitations encore. Allez, on passe à l'actu des cryptos.